Donc, cette journée est une preuve de plus que Family ISPAM a compris la philosophie que les autorités sont en train de dérouler. Je veux parler de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Marito Niane. Je veux parler de M. le recteur de l'UCAD, le professeur Ibrahim Choub. Je veux parler de M. le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, le professeur Ahmed Abdoul Sow. Je veux parler du chef de département d'histoire, le professeur Moustapha Sall. Je veux parler du professeur Alioune Dem. Je veux parler du professeur Sidi Khoya Fall, qui est chef de département de Russe, qui s'intéresse au premier degré à ce que font les historiens. Et ISPAM Family est dans ce qu'on appelle le service à la communauté. Vous savez très bien que les chantiers de toutes les universités sont lancés et les bâtiments sont sortis de terre. Maintenant, le mot d'ordre, le mot de ralliement que nous avons, c'est de dialoguer, apaiser les espaces universitaires pour en faire des espaces de paix, d'études. Il faudrait que l'étudiant retrouve cette université où on apprend. Il faudrait que les étudiants retrouvent ce laboratoire où on fait des expériences. Et ça ne peut jamais se faire sans ces rencontres-là. Un dialogue permanent entre les enseignants et les étudiants. Et vous avez vu ce qu'ils ont servi comme plats traditionnels locaux. Et ça nous renvoie à nos valeurs culinaires, à nos patrimoines matériels et à nos patrimoines immatériels. Donc vraiment, au nom de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous saluons cette initiative-là et je leur transmets les félicitations les plus chaleureuses de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Marito Niane. Les étudiants auront l'occasion cette journée d'inviter leurs parents parce qu'à chaque fois, les étudiants sont ici, mais les parents ne savent pas ce qu'ils font. Et donc leur montrer que quand vous dites d'histoire, archéologie, ils sont sur le terrain à creuser. Les parents peuvent avoir une idée que peut-être ça peut être lié à de la maçonnerie, etc. Mais c'est leur montrer que ce qu'ils sont en train de, la formation qu'ils sont en train de subir ici et les recherches qu'ils font ont un intérêt certain pour déjà nous identifier sur notre passé et qui nous sommes, mais aussi de jeter les perspectives d'un développement économique parce que ce sont des débouchés culturels, de création de produits culturels qui peuvent entrer dans le cadre de la promotion touristique du Sénégal et qui permet de créer des emplois, mais aussi même à certains étudiants d'être des entrepreneurs, de créer leur propre business et d'être au service de la nation et de pouvoir aussi avoir un travail honorable. Non, en fait, vous voyez, c'est ça le problème. Si vous regardez l'histoire de l'archéologie au Sénégal et en Afrique, c'est l'archéologie qui est faite par les étrangers. Parce que justement, ou bien par la période coloniale, parce que l'archéologie exige qu'on aille sur le terrain. Ça exige un financement et malheureusement, nos États sont confrontés parfois à des difficultés financières, il faut le reconnaître. Et là, la priorité est parfois accordée aux secteurs vitaux, dits vitaux, l'alimentation, l'éducation, la santé, etc. Et que quand vous demandez des financements qui sont lourds pour faire de l'archéologie, vous ne pouvez pas les avoir au niveau national. Donc du coup, l'archéologie était toujours faite par les étrangers. Mais maintenant, bon, c'est en développant ce type de méthodologie et d'approche qu'on voit qu'au niveau international, il y a encore heureusement des financements qui nous permettent de pouvoir les capter. Et ça permet un peu d'amener les étudiants sur le terrain et de faire des recherches. Et le fait qu'on puisse maintenant les articuler avec le patrimoine, avec des perspectives de développement, ça peut ouvrir encore d'autres spécialités. Et ça a évolué, hein, parce qu'au début, pour avoir des étudiants en archéologie, vous ne pouvez pas avoir 5 étudiants en archéologie. Aujourd'hui, vous voyez, on est presque à plus de 200 étudiants qui font de l'archéologie parce qu'il y a de l'archéologie, la recherche, mais aussi il y a le patrimoine. Et il y a encore maintenant l'ouverture de plusieurs pistes, qu'à partir de l'archéologie, il y a beaucoup de pistes qui s'ouvrent, et donc ça permet encore de faire cette recherche-là. Non, l'importance pour la population, c'est que justement, on a vu qu'avant, les archéologues venaient dans un village, faisaient des recherches, parfois juste c'était d'embaucher 2 ou 3 jeunes qui travaillent et ensuite ils partaient. Mais nous, vous voyez, aujourd'hui, il y a le maire de Soubolo Mumba qui est là. On travaille avec les jeunes du delta de l'aire marine protégée de Kerbamboung. On travaille avec les jeunes du pays Bidik. On travaille avec les autorités de Walalde. Ça veut dire que maintenant, à partir de l'acte 3 de la décentralisation, où les collectivités locales doivent imaginer d'autres pistes de recherche de financement, le fait qu'on puisse faire de l'archéologie, qu'on puisse faire de la documentation du patrimoine et le mettre et que les touristes puissent venir, ça va créer donc un travail
pour les populations locales, mais aussi ça va créer des revenus pour les collectivités locales. Et là, c'est dans cette perspective-là que le département d'histoire a lancé cette année, par exemple, la licence professionnelle en gestion du patrimoine. C'est de mettre des spécialistes du patrimoine qui vont vraiment travailler à la mise en patrimoine de plusieurs localités et donc au niveau des collectivités locales. Et là, je crois que c'est une nouvelle dynamique qui, si elle s'ouvre, si elle est renforcée, donc pourra créer des emplois au niveau local, pourra permettre aux populations qui sont détentrices de tous ces savoirs de pouvoir les valoriser et de pouvoir avoir des gens qui vont venir les visiter. Et quand les gens visitent, ils vont aussi mettre de l'argent. Et donc ça permettra à ces populations d'avoir des revenus supplémentaires.